Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Gilles Boutin et Humbert Anglès, mes débatteurs de la deuxième heure. Et on commente quelques instants, puisque pour l'instant, on en sait peu sur cette attaque au couteau, mais quand même très choquante. En pleine fête de Noël, entre Noël et Nouvel An, une attaque au couteau en plein cœur du métro parisien. Les stations Arts et Métiers, République et Opéra, donc c'est vraiment le centre, c'est la ligne 3. 3 femmes blessées. Alors heureusement, l'auteur a été interpellé, mais ça rappelle, Gilles Boutin, ce qu'on commente malheureusement souvent ensemble, ces attaques au couteau qui peuvent surgir n'importe où, n'importe quand et n'importe où surtout. On observe de plus en plus de faits de la sorte. Les statistiques aussi le montrent, même si c'est pas uniforme, mais il y a quand même une tendance haussière qui est inquiétante. Qui va de pair, dans le cas présent, on attend encore des informations plus précises, notamment sur l'identité de l'agresseur. D'origine malienne, selon le Parisien. Selon le Parisien, et qui aurait des troubles psychologiques. C'est souvent le cas. Le problème, c'est que quand on attaque au couteau, bon, a priori. L'immigration non contrôlée s'accompagne aussi d'énormément de misère humaine, de troubles, de personnes qui ne sont pas forcément dans les meilleures conditions pour être accompagnées. Je pense que c'est effectivement extrêmement violent de venir d'une zone étrangère très éloignée, de traverser des événements compliqués de la vie et de se retrouver projeté dans une société. On a vécu certainement la violence aussi dans le pays d'origine. Fuyant peut-être des violences et se retrouvant dans une société dont ils sentent qu'ils ne peuvent pas s'y installer parce que trop de choses s'y opposent. Et donc cela génère de la violence. Et c'est un vrai problème parce qu'encore récemment en Corse, un homme a été tué par la police parce qu'il avait un couteau. Et lui, pour le coup, il était d'origine sénégalaise. J'espère qu'on ne va pas connaître un phénomène comme au Royaume-Uni, même si ça a l'air d'en prendre le cas. Les couteaux sont omniprésents. Est-ce que c'est pas déjà le cas, Gilles? Ça l'est. D'après ce qu'on voit dans le traitement médiatique, on n'est pas encore au même point, au même fait divers. Au Royaume-Uni, on a vraiment assisté à des tueries dans des quartiers avec des hommes avec des couteaux qui avaient attaqué plusieurs personnes. Là, c'est 3 personnes dans le métro, ça y ressemble. On aimerait bien que ça ne soit pas trop fréquent. Il faut vraiment que les services de sécurité, effectivement, ont neutralisé grâce aux caméras vidéosurveillance et grâce à son portable, je crois. C'est ce que nous disait tant mieux qu'il y ait eu cette réactivité, mais il faut s'en prendre à la racine du problème. C'est-à-dire, repérer quand une personne est manifestement déséquilibrée, mieux contrôler les flux migratoires. On manque cruellement de moyens et de législation pour cela. Humbert Anglès, 120 attaques au couteau de mémoire par jour. Alors c'est toujours des statistiques difficiles à voir, mais c'est a priori le dernier chiffre officiel. C'est quelque chose qui tend à se multiplier, comme l'expliquait Gilles Boutin. Oui, heureusement, les 3 victimes ont subi des blessures qui n'étaient que légères, même si l'une d'elles est, je crois, plus gravement touchée et serait enceinte, d'après nos confrères du Parisien. Mais moi, je voudrais penser à l'ensemble de la chaîne des secours, des forces de l'ordre qui sont mobilisées, qui d'ailleurs été mobilisées pour Noël, le seront encore pour le 31 décembre. Là, elles ont été secourus par les pompiers, ce sont les policiers ensuite qui ont identifié le suspect avec les images de vidéosurveillance. Et on rappelle le niveau très élevé de la menace terroriste. D'ailleurs, Laurent Nunez le rappelait encore il y a quelques jours. Et risque de troubles à l'ordre public. Le ministre avait demandé aux responsables locaux justement de renforcer les dispositifs de sécurité sur l'ensemble du territoire. Et sur les couteaux en particulier, c'est assez affolant. J'ai eu l'occasion lors d'un reportage avec la sûreté ferroviaire de voir l'ensemble des saisies qui peuvent faire, ou d'ailleurs qui ne peuvent pas faire, parfois entravées par une législation qui les contraint énormément. D'ailleurs, le sénateur Philippe Tabarot, à l'époque, mais qui aujourd'hui est devenu ministre des Transports, a porté une loi en ce sens pour desserrer un peu leurs prérogatives qui sont très contraintes entre les militaires qui sont mobilisés alors que c'est pas leur vocation, la sûreté ferroviaire, la SUGE de la SNCF, l'équivalent de la RATP,
les forces de police, tout ça, ça se chevauche, ça s'entrave, il y a des procédures très complexes. Ça veut dire que vous dites entravé par la loi. Alors, on a souvent l'habitude, malheureusement, de commenter des événements où il y a une entrave qui vient de la loi, mais là, en l'espèce, quand il y a des couteaux, ça veut dire qu'on ne peut pas être fouillé. Ils peuvent, dans un cadre très précis, il faut qu'il y ait des éléments assez concrets de suspicion, etc. Un autre exemple, par exemple, ils ont dû inscrire dans la loi la notion antiterroriste de périple meurtrier pour pouvoir, sans attendre que les conditions de la légitime défense soient réunies, interpeller quelqu'un qui vient de perpétrer un acte criminel. La loi permet de supposer qu'il continuera, lors de son périple, de faire subir ses méfaits, mais il a fallu une évolution législative pour ça. Donc, c'est dans ce contexte très contraint, même s'il a été récemment amélioré, ces forces de sûreté font un travail très difficile. Et oui, il faut évidemment les saluer. Gilles Boutin, c'est affligeant d'entendre qu'une fois encore, la loi peut entraver voilà, ce genre de fléau, parce que 120 attaques au couteau par jour, c'est beaucoup. Hein. Les délinquants, eux, ont des couteaux, contrairement aux honnêtes gens. Hein. C'est vrai que c'est effarant de constater que la loi peut nous empêcher. Enfin, on est démunis, on se sent nu dès lors que la loi n'a pas prévu un cas. Et cela conduit certains agents ou même des civils à devoir réfléchir à deux fois avant de prendre une initiative lorsque quelque chose se passe sous leurs yeux. Alors, parce qu'en plus, vous, si vous prenez un couteau que vous vous défendez, c'est vous qui risquez des problèmes, quand même. Et dans quelle mesure ensuite il faut justifier la proportionnalité de la riposte? Est-ce qu'on était menacé soi-même? Ça génère des questionnements. Donc on est face à une rigidité qui peut nous exposer. Donc il serait bon d'y réfléchir et de voir dans quelle mesure on peut apporter de la souplesse dans ce genre de situation. Il y en a d'autres qui réfléchissent, c'est les Français, tout simplement. Quand on leur demande quelles sont vos priorités pour 2026, eh bien, le pouvoir d'achat, qui est toujours en tête, bien sûr, et évidemment la lutte contre l'insécurité, numéro 2, et la réduction de l'immigration en numéro 3. Voilà les trois priorités 2026, selon une étude opinion menée par Odossa Bagbone, publiée dans le Figaro, votre journal. Gilles Boutin, c'est pas compliqué, hein, Bear Anglès, hein, les attentes des Français sont claires: vivre bien avec l'argent qu'ils gagnent, en travaillant tout simplement, honnêtement, vivre en paix dans un pays où ils se sentent en sécurité, avec ou sans d'ailleurs leurs enfants, quel que soit le bord. Ça devient un luxe quand on voit encore ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, ce qui est frappant, c'est que ces trois volontés qui ne sont pas nouvelles, hein, même si l'écart s'est réduit entre le pouvoir d'achat qui est la première et les suivantes, il me semble. Oui. Mais ce qui est frappant, c'est que ces trois attentes concrètes, existentielles, alors peut-être plus proches que le climat, l'Ukraine ou d'autres débats qui prennent beaucoup de place dans la sphère médiatique et politique, mais qui sont peut-être pas aussi brûlantes pour les Français. Et un autre point qui me paraît important, c'est que ces trois priorités qui sont parfois niées ou minimisées ou réduites à des sentiments. On explique aux Français que leur pouvoir d'achat n'a pas tant baissé que ça, que l'inflation est ça, j'aimerais bien qu'on me dise. Et bien inférieur à ce qu'ils observent eux-mêmes au passage à la caisse. Alors évidemment, les statistiques et les calculs lissent sans doute les effets concrets de cette inflation. On explique pareil pour l'immigration que le sentiment que peuvent avoir certains Français de submersion ou en tout cas d'une immigration incontrôlée qui n'arrive plus à assimiler, à intégrer, et démenti par les statistiques. Et c'est la même chose évidemment pour le fameux prétendu sentiment d'insécurité qui ne prend pas en compte plein d'effets, notamment l'adaptation des Français à une réalité telle que celle qu'on vient de décrire dans le métro parisien. Et très juste, vous avez raison, tous les Français, parce que quand vous interrogez les Français également, les socialistes, il y en a quand même 43%, je regardais ce sondage de près, c'est quand même beaucoup pour des socialistes a priori, sur l'insécurité. Donc ça veut dire que, oui, même dans le débat là, qui nous anime souvent entre les médias du service public, les médias Bolloré accusés de toute la journée en faire des caisses sur l'insécurité, enfin n'empêche que ça a l'air d'être la priorité de beaucoup de Français, y compris à gauche, Gilles Boutin. Effectivement, on observe ce souci de gestion de la question de la sécurité
chez les gens qui se sentent proches du Parti socialiste, ainsi que chez les écologistes, mais eux ne parlent que d'insécurité. Ceux qui se sentent proches plus de LR ou du RN ont effectivement ce problème d'insécurité, mais ils y associent celui de l'immigration, qui est quand même très Ils font un lié. lien. Ce qui signifie qu'en fonction de son affiliation politique, on s'autorise plus ou moins à créer des connexions. Alors, ça veut dire aussi que quand on a une tendance de gauche, on a beaucoup plus de réticence à établir ce lien parce que beaucoup de personnes craignent d'être des traîtres à leur idéal, alors que je ne vois pas en quoi le fait d'avoir des aspirations sociales vous empêche aussi de constater ce qui se passe. Mais il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Regardez même, les gouvernements, on en parle souvent, les gouvernements au Danemark, de pays nordiques, de gauche, aujourd'hui luttent contre l'immigration irrégulière. Pourquoi on a ce genre, pour citer certains, de pudeur de gazelle en France? C'est une excellente question. C'est pourquoi peut-être que nous manquons de pragmatisme et que nous sommes un pays d'idées aussi. D'idéaux surtout. D'idées. Oui, d'idéaux, mais on se noie dans le concept assez facilement. Or, on peut supposer, en voyant ce qui se passe typiquement au Danemark ou même au Royaume-Uni, où des socialistes, même s'ils ne font pas tout de manière excellente, Keir Starmer est obligé de s'en prendre à ce problème d'insécurité, ou en tout cas de faire des promesses à ce sujet. En France, on n'ose pas. Le surmoi est extrêmement puissant et il essaime depuis l'extrême gauche jusqu'à la droite libérale. Donc c'est compliqué de s'attaquer à ça. On est traumatisé peut-être par le passé aussi. L'accusation d'être du mauvais bord, d'être fasciste fait encore très peur. On a aussi un pays qui a une histoire peut-être différente en tout cas du Danemark sur le plan colonial et autres, mais ça joue beaucoup. Mais quand on voit de quoi nous accuse l'Algérie, on va peut-être en parler plus tard si on a le temps. Non, mais plus sérieusement sur le débouché politique, j'observe aussi que c'est comme vous l'évoquiez à l'instant. C'est rare que les trois préoccupations soient représentées dans toutes les franges de l'électorat politique. Souvent, il y a à gauche, par exemple, il n'y a pas d'insécurité chez LFI. Voilà, mais il y a beaucoup de questions de pouvoir d'achat, qui est une question peut-être moins prégnante chez le bloc central, qui, à l'inverse, s'intéresse quand même aux questions de sécurité. Et le seul parti, et on est aussi peut-être un pays de classe, peut-être, ça joue aussi, le seul parti qui prend en compte ces trois sujets, c'est le Rassemblement national, pour qui c'est vraiment aussi les trois priorités, et qui il y a plein d'autres facteurs qui bénéficient du fait que, notamment de ne pas avoir été aux responsabilités. Vous coupez.